m'appelle Nathalie Quentin, j'habite La Rochelle. Depuis maintenant 40 ans, je suis venue un jour frapper à la porte de l'UNAFAM, qui est une association pour les aidants de malades psychiques. Alors mon rôle à l'UNAFAM au départ, ça a été d'être adhérente, de suivre des formations pour les aidants. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé par de l'accueil. Et puis on m'a proposé de me former pour devenir bénévole. Et ce que j'ai fait, comme je travaillais, je le faisais sur mes week-ends, il y avait des formations sur le week-end. Et petit à petit, ça fait 4 ans que je suis en retraite, donc j'ai pris de plus en plus de responsabilités. Et là, je suis déléguée départementale depuis presque 3 ans. Alors, mon lien avec la bipolarité est arrivé en fait avec pratiquement de façon similaire à la même époque entre moi et ma fille. Je faisais beaucoup de dépression à répétition, donc on me soignait avec des antidépresseurs. Et c'est avéré qu'à 45 ans, on a mis le doigt sur une bipolarité, après 3 phases up que moi j'avais identifiées. Et puis au même moment, ma fille, qui avait 18 ans, voilà, 18 ans, elle a commencé à avoir des troubles, mais il n'y avait pas de diagnostic de posé. Beaucoup de troubles anxieux généralisés. Vers 23 ans, elle a été diagnostiquée bipolaire. Pendant tout ce temps-là, de 5 ans, entre 18 et 25 ans, j'étais dans un brouillard par rapport à elle. Je ne faisais pas la corrélation entre moi et elle. Et j'étais dans un brouillard un peu par rapport à moi, à mon positionnement d'aidant. Le papa s'était retiré. Elle était sur Paris, c'était compliqué, il fallait aller la voir. Voilà. Donc, en fait, mon rôle d'aidante, c'est par rapport à ma fille. Je ne comprenais pas qu'elle puisse avoir des réactions d'anxiété majeure par rapport à des événements anodins, je dirais. Aller à un spectacle, par exemple. Tout était prévu pour aller au spectacle, et d'un seul coup, tout s'arrêtait. Elle me disait non, je ne peux pas y aller. Sans explication, sans rien. Des grosses colères. Des grosses colères. Et je me disais, mais elle fait des caprices. Enfin, je comprenais rien, en fait. Rien à ce qui se passait, rien comment elle fonctionnait. Brouillard total. Alors, la période avant diagnostic, ça a été très, très difficile, mais très dur pour moi. Culpabilité, angoisse, et à la fois un espoir qui était toujours là, parce que je suis quelqu'un de très positif, en me disant ça ira mieux demain, ça ira mieux, ça ira mieux. Et en fait, les jours passaient et ça n'allait jamais. Ou alors 2 jours positifs et le troisième, patatras. Et elle faisait des choses qui m'hallucinaient. En fait, de 18 ans, où elle a commencé à aller mal, jusqu'à 23-24 ans, j'étais dans le déni, en fait. Dans le déni total, maintenant je me rends compte, tant que le diagnostic n'a pas été posé. Le jour où le diagnostic a été posé, alors là, je me suis dit, là, d'accord, ok. Mais c'est pas pour ça que j'ai su répondre correctement aux, aux difficultés de comportement qu'elle avait. C'est vraiment avec des formations sur la bipolarité et aussi sur... Il y a une formation qui est très très bien à l'UNAFAM, qu'on peut d'ailleurs avoir en ligne, qui est comment adapter sa communication avec un proche bipolaire. Et il y a aussi comment motiver son proche, parce qu'il n'y avait plus aucune motivation. Et j'ai pu aller chercher des ressources, des outils et là, je suis rentrée dans la compréhension de la maladie et de ses conséquences. Au début, c'était très conflictuel, les rapports avec ma fille et sa maladie, enfin notre maladie commune, on va dire. C'était extrêmement conflictuel parce que il y avait de la compréhension de part et d'autre.
Et plus ça a été, et plus en fait, on s'est rapprochés. Plus ça a été, plus on est... Voilà, plus j'ai compris comment il fallait se positionner, arriver à gérer les réactions, et plus on s'est rapprochés. Et là, maintenant, on est... oui, on est hyper proche, hyper de connivence. Ce qui était très dur par rapport à ma fille, qui n'a jamais eu de phase maniaque, c'était ces troubles de borderline, qu'on peut à peu près, peut-être des fois associer. Enthousiasme d'un seul coup et je pars. Je pars. Et là, il faut suivre. Là, il faut suivre. Hein. On marche en équilibre, pour donner des images, sur une poutre, sur un fil, même sur un fil. Hein. J'aime bien aussi cette image des montagnes russes. C'est-à-dire, on est dans le même wagon qu'elle, et d'un seul coup, le wagon se détache et elle part, et nous, faut qu'on parte voilà, il faut qu'on la suive, mais on est en décalé. C'est compliqué à suivre. C'est très compliqué à suivre. Il faut toujours anticiper les choses et garder une certaine distance, être plus en observateur qu'en acteur. Et quand on est amené à être acteur plus qu'observateur, et que là, il y a une émotion forte qui arrive, là, on se prend tout dans la figure. Donc, ce qui est à retenir pour les proches, c'est arriver à garder toujours de la distance. Et ça, c'est un sacré exercice de style. Je dirais que cette maladie m'a fait grandir. Je ne serais pas celle que je suis actuellement si ma fille n'avait pas eu cette maladie. Je ne serais pas aussi ouverte. Je ne serais pas aussi tolérante. J'ai été élevée dans une famille où le jugement était au centre de notre éducation. Et j'en étais assez imprégnée. Et ça a bien gommé tout ce côté, voilà, hein, de stigmatisation. Donc oui, elle m'a fait grandir, cette maladie. Elle m'a fait souffrir aussi, hein, beaucoup de souffrir. Mais je pense que quand on souffre, à un moment donné, on en sort grandi. Et il y a une psychiatre qui m'a dit un jour, mais les obstacles qui viennent à nous ne viennent pas là par hasard, et on est capable de les sauter. Et vraiment là, c'est une parole qui m'a renforcée dans mon pouvoir d'agir. Actuellement, elle est avec, voilà, elle a un compagnon. Et je dirais que les moments de crise, c'est plutôt lui qui les gère. Moi, j'en ai on va dire, les répercussions. Hein. Elle ne peut pas rester toute seule dans les moments de crise. Donc, je l'accueille chez moi. Donc là, je sais qu'elle elle se sent en sécurité. Et moi, ça me demande quand même des efforts, parce qu'il faut que j'aille la chercher, bien qu'elle soit autonome au niveau du transport, mais pour d'autres soucis, elle ne peut pas venir toute seule à la maison, bien qu'elle n'habite pas très loin, mais je lui fais à manger, je m'occupe de l'intendance, on va dire, de la journée. Elle fait des choses chez elle quand même, hein. Mais les moments de crise, c'est-à-dire de crise d'angoisse massive, des troubles anxieux massifs, c'est souvent le soir. Et c'est son compagnon qui gère, et qui gère très bien, je dirais. La relation avec les soignants, donc elle est soignée par un psychiatre dans une clinique qui n'est pas sur La Rochelle. On a fait partie, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, hein.
donc proches, soignants, patients. J'ai fait des mails quand je sentais vraiment Agathe pas bien ou que moi je ressentais voilà, des moments très instables, et j'ai toujours eu un retour. Ça s'est toujours bien passé. Ceci dit, je ne suis pas quelqu'un qui va embêter le soignant sans arrêt, hein. Elle sait très bien que si j'interviens, c'est que là, il y a un peu péril en la demeure. C'est l'UNAFAM et une psychothérapie personnelle qui m'ont aidée le plus. Les bénévoles de l'UNAFAM, parce qu'on se serre tous les coudes, on est tous dans la même galère, tous dans le même bateau. Quand il y en a un qui veut se jeter à la mer, on le retient. Et puis mes amis, ma vie sociale, je veux dire. Et j'ai changé complètement d'amis, hein. Je n'ai plus du tout le cercle d'amis que j'avais avant. C'est des gens, mes quelques amis, c'est des gens qui sont très compréhensifs, très attentifs et qui savent que j'ai des moments de faiblesse encore, hein. Bon, je suis quelqu'un qui est très positif. J'ai toujours eu cette chance. Je pense que ça vient de mon père, qui était quelqu'un d'extrêmement jovial. Et voilà, je vois toujours le bon côté des choses. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne des proches qui vivent avec des gens bipolaires? Que c'est pas facile. Que c'est vraiment pas facile. Moi, j'ai la chance d'avoir une fille qui veut à tout prix ne pas être stigmatisée. Donc, qui a choisi voilà, qui a trouvé un compagnon qui travaille, qui est dans la vie sociale, qui la sort, qui s'occupe merveilleusement bien d'elle. Maintenant, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de familles qui vivent au quotidien avec leurs proches bipolaires. Mais c'est pas facile, non, d'être proche, d'être proche. Mais il y a à travailler sur soi et surtout, alors dans toutes les formations qu'on peut donner, proposer aux aidants, c'est essayer de leur faire prendre de la distance. Il y en a, ils se privent de vacances. Ils se privent d'aller au restaurant parce qu'ils ne veulent pas laisser leurs proches malades tout seuls à la maison. On leur dit, mais pourquoi? Pourquoi? Ben non, c'est pas possible. Ben, essayez de trouver des solutions. Si, tout est possible. C'est nous qui nous mettons des entraves. Très souvent, c'est nous. Pour redonner espoir à des proches de personnes bipolaires, il faut s'accrocher aux branches. Ça ne va pas être facile. Il faut se faire aider. Il ne faut jamais dire non. Il faut se faire aider, accompagner, se former pour mieux comprendre la maladie, pour mieux accepter et pour mieux avoir des outils pour mieux intervenir auprès de son proche. Et garder espoir. Garder espoir. Je veux dire, la vie ne s'arrête pas là. Et c'est Pierre Douglas qui disait ça. Donner beaucoup d'amour. Voilà. Encore plus d'amour qu'à nos autres enfants qui n'ont pas de soucis. Et ça, grâce à ça, voilà, je veux dire, ils vont s'en sortir.